confuse à Walikale et les rebelles du 1-23 se sont emparés de Kalembe. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction des FRDC qui continuent d'observer le cessez-le-feu. Les conseillers communaux étaient devant l'hôtel de ville de Kinshasa ce lundi 21 octobre. Ils réclament le paiement d'au moins 10 mois d'arriérés de salaire. Enfin, grève des enseignants aussi, les uns ont levé à l'instar du CIECO. Cela n'est pas le cas pour la synergie des syndicats qui projette d'ailleurs une marche le 28 octobre pour obliger le gouvernement à répondre à leurs desiderata. Très heureuse de vous informer en ce lundi 21 octobre 2024. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Situation confuse ce lundi 21 octobre 2024 aux alentours de Walikale après d'intenses combats qui ont opposé les rebelles du M23 au Wazalendo le dimanche 20 octobre. De voix s'élèvent pour dénoncer l'avancée de rebelles sous les regards impuissants de l'armée congolaise qui affirme respecter le cessez-le-feu décidé dans le cadre du processus de Luanda. On fait le point avec Rachela Dassaliwala. Après que le rebelle du M23 ait pris les contrôles de plusieurs villages, dont Kalembe, une importante agglomération située à plus ou moins 35 km des Pinga, une zone minière des Walikale où les rebelles poursuivent leur avancée. La population dénonce l'inaction des FRDC qui continuent de respecter les cessez-le-feu. Stratégique parce que tout le monde le sait, le territoire de Walikale regorge d'innombrables ressources naturelles, des ressources minières, et que si l'M23 parvenait à percer vers Pinga par exemple, ou un peu plus à l'intérieur du territoire de Walikale, l'M23 trouverait effectivement des minerais, il y a de l'or dans cette zone et autres minerais, et ça risquerait de renforcer cette coalition de l'agresseur, à savoir l'M23 et l'armée rwandaise. Alors il faut être prudent, pendant que tout le monde saluait l'avancée à Luanda, ce qui est vrai d'ailleurs l'avancée, voilà que sur le terrain, la M23 cherche à se renforcer, raison pour laquelle, tout en recommandant évidemment de déloger la M23, je demande aussi au gouvernement, à l'ensemble du gouvernement et des forces de sécurité de maintenir la vigilance, de ne pas être naïf. Même s'il y a des avancées à Luanda, il peut toujours y avoir des manœuvres de diversion sur terrain, et donc il faut rester pour cela prudent. Des sources sur place affirment que les rebelles, soutenus par les Rwandais, sont bien décidés à conquérir du terrain. Vous l'avez suivi au sommaire. Les conseillers communaux de Kinshasa réclament le paiement d'au moins 10 mois d'arriérés de salaire. C'est ce qui a justifié leur présence ce lundi 21 octobre 2024 devant l'hôtel de ville de Kinshasa pour un sit-in. Ce dernier promet de ne pas décolérer jusqu'à obtenir gain de cause. Ida Maloba était présent. Regardez. Ce sit-in était un moyen pour les conseillers communaux d'exprimer leur ras-le-bol quant aux arriérés enregistrés dans le paiement de salaires, primes et frais de fonctionnement. À les en croire, l'argent serait déjà décaissé et que les blocages se situeraient au niveau de l'exécutif provincial de Kinshasa. Notre sit-in est fondé sur le point de presse qu'a fait Madame la Première ministre, disant que tous les frais de fonctionnement des entités ont été déversés aux exécutifs provinciaux de la République démocratique du Congo. Et nous, étant élus de Kinshasa à la base, nous sommes venus réclamer ce qui est de droit pour nous. Parce que depuis la déclaration de son Excellence Madame la Première ministre, jusqu'à aujourd'hui, l'exécutif provincial de Kinshasa n'est dit mot. Une autre revendication, c'est le respect du cadre de travail entre les conseillers communaux et les bourgmestres des communes. Nous sommes venus pour ça, pour avoir toutes les questions possibles. En même temps, exiger le respect du télégramme qu'a fait son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, prônant sur le respect des cadres de travail entre le conseiller communal de la République ainsi que le bourgmestre qui était nommé autrefois par le décret-loi proposé par le Vice-Premier ministre et promulgué par le chef de l'État. Ce sit-in est le début d'une série de manifestations qu'organisent cette semaine les conseillers communaux. Ces derniers promettent d'aller jusqu'au bout de leurs revendications, jusqu'à obtenir des réponses idoines. Quittons les sit-ins de conseillers communaux pour la grève de médecins. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et les banques syndicales de la santé sur la prime de risque ainsi que le réajustement de leur salaire. C'était à l'issue des travaux d'évaluation et examen des cahiers de charges des syndicats du secteur de la santé à Bibois le samedi 19 octobre 2024. Béni Bola.
Le gouvernement congolais, représenté par les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a annoncé une série d'engagements en faveur des professionnels de santé publique en honorant les primes des risques de plus de 5000 agents et en réajustant les salaires des 5157 agents promus. Le gouvernement s'est engagé également à regrouper les différents fichiers nécessaires à l'alignement des primes de ce dernier, dont l'activation de la prime des brousses. C'était à l'issue des négociations intenses avec les représentants syndicaux du secteur de la santé. Un autre engagement pris par les gouvernements, c'est la publication chaque trimestre de l'effectif des agents intégrés au salaire de base, renforçant ainsi la transparence dans la gestion des ressources humaines du secteur de la santé. Il faut noter que le professionnel de santé publique était en grève depuis le mardi 15 octobre dans toute la ville-province de Kinshasa. Quittons le médecin pour les enseignants. Si le SIECO lève la dite grève, point et question à la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo. Jean Bosco Puna, son porte-parole, annonce d'ailleurs une marche des enseignants pour le lundi 28 octobre prochain en vue de pousser l'employeur à rencontrer les desiderata. Rachel Mafitili. Pour le SIECO, point de besoin de poursuivre avec la grève vu que les échanges avec le président de l'Assemblée nationale sont prometteurs. Honorable président, Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC persiste avec la grève. Pour son porte-parole Jean Bosco Puna, une marche des enseignants est prévue le lundi 28 octobre. Objectif, pousser le gouvernement à rencontrer les desiderata des enseignants. Nous avons suivi, nous n'avons pas apprécié ce qui s'est passé au niveau du Parlement parce que comment nos autorités peuvent-elles continuer à s'entretenir avec les groupes qui n'ont pas appelé à la grève, avec des groupes qui ne font que lever la grève et qui sont boudés par les enseignants. Nous disons simplement aux enseignants que nous ne sommes pas concernés par cette décision parce que nous sommes adressés au président de l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Et le SIECO qui a fait la déclaration n'est pas membre de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Pour nous, nous en tenons à la déclaration de l'Assemblée générale des enseignants qui s'est tenue le samedi. Et les enseignants, dans l'unanimité, continueront à observer les mots d'ordre de grève parce qu'ils se disent il faut absolument que le gouvernement, que le Parlement puisse donner des réponses aux revendications des enseignants. Vous savez, on a parlé de la commission économico-financière, mais le président de l'Assemblée nationale l'avait déjà dit que c'était juste pour aller constater la contrainte budgétaire. Et donc les enseignants n'étaient pas seuls. Et nous comprenons que ça ne va pas, cette commission économico-financière ne va pas donner des réponses aux attentes des enseignants. Voilà pourquoi les enseignants sont déterminés à poursuivre les mots d'ordre de grève et attendre que le gouvernement convoque les travaux sur la politique salariale. Il n'y a que ce cadre-là qui peut sécuriser les enseignants. Ils ont par ailleurs invité le Parlement à voter un budget conséquent. Et le 28 octobre, c'est le lundi, nous avons une marche générale. Notez que les experts du SIECO et la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale travailleront ensemble dans l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Occasion pour les SIECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau pouvoir législatif. Un exercice qui sera prolongé au syndicat des médecins et l'intersyndical des agents de la fonction publique. Les étrangers n'auront plus accès dans les zones minières comme ils le souhaitent. La situation vécue sur le terrain a emmené le président de la République à ordonner une mise en place d'un dispositif de contrôle et de surveillance dans toutes les zones minières. Cette décision a été prise lors de la 18e réunion du Conseil des ministres. Patrick Issou nous fait le point.
président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tapé du poing sur la table. Lors de la 18e réunion du Conseil des ministres, Félix-Antoine Tshisekedi tenant compte de la situation vécue dans les zones et sites miniers avec la présence de plus en plus des étrangers, ordonné la mise en place d'un dispositif de contrôle et de surveillance pour empêcher l'accès à ces sites. Le président de la République a eu écho de la présence des étrangers dans les zones et sites miniers du pays. Dans certaines régions minières, des exploitants étrangers y opèrent en toute illégalité. Considérant que la libéralisation du secteur minier au terme du code minier a donné l'accès à ce secteur sur toute l'étendue de la République à tous les opérateurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, l'abandon du régime d'interdiction de circulation des étrangers dans les zones minières ne devrait pas être vu comme une naïveté de notre pays qui donnerait une passe aux étrangers de faire tout ce qui leur semble bon. Cet abandon était plutôt dicté par la nécessité d'attirer des investisseurs et de répondre à l'exigence du bon climat des affaires. Pour ainsi mettre fin aux abus des avantages découlant de cette libéralisation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre des Mines et tous les autres services étatiques, dont la Direction générale de migration, ont été chargés de mettre en place un dispositif de contrôle et de surveillance mieux élaboré et rigoureux pour empêcher l'accès dans ces sites miniers des étrangers ne justifiant pas d'un titre de séjour régulier en République démocratique du Congo, ni d'un investissement dans l'exploitation minière. Il est aussi utile de veiller scrupuleusement à cette pratique de prête-nom qui a tendance à contourner la loi. Ceci étant, les ministres et services concernés par cette décision devront de ce fait présenter leurs conclusions en délai un mois. Exploitons encore la 18e réunion du Conseil des ministres. Les bandits urbains qui seront désormais arrêtés passeront directement devant les juges. Le président de la République vient d'instruire les ministres de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice à organiser des audiences foraines pour ce hors-la-loi. Patrick Issou revient. C'est l'une des décisions fermes que vient de prendre le président de la République. Elle concerne les bandits urbains qui pilulent certaines agglomérations du pays et plus particulièrement la ville de Kinshasa. Lors de la 18e réunion du Conseil des ministres, Félix-Antoine Tshisekedi a instruit les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur et de la Défense nationale ainsi que du ministre d'État en charge de la Justice à organiser des audiences foraines pour dissuader tous ceux qui tenteraient une telle aventure. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, ont été chargés d'organiser fréquemment des audiences foraines pour juger les Koulouna, les bandits à main armée, appréhendés afin de donner un effet dissuasif contre toute émulation. Pour ce qui est des jeunes désœuvrés, le gouvernement doit envisager à renforcer leur encadrement. Subsidiairement à ces instructions déjà données à ce sujet et en considération des fondements sociaux de la délinquance, il a engagé le gouvernement sous la supervision de la Première ministre à envisager le renforcement des mécanismes d'encadrement des jeunes désœuvrés à travers des structures publiques et privées d'apprentissage des métiers et de réinsertion sociale. Il a été décidé enfin qu'un rapport mensuel conjoint sur les mesures de prévention et sur la répression de la criminalité urbaine soit produit.
Et passons à autre chose, le potentialité de la République démocratique du Congo, vantée par les ministres congolais de la communication et de l'industrie. Patrick Mouyaya et Louis Watoum ont présenté la RDC comme aux investisseurs comme un État qui possède d'énormes ressources dans tous les plans. C'était lors du dernier forum sur l'Afrique organisé à Bruxelles. Regardez. Face aux potentiels investisseurs en RDC, les membres du gouvernement congolais ont donné des raisons à même de convaincre ces derniers à mordre à l'hameçon. Patrick Mouyaya de la communication et Louis Watoum de l'industrie ont été éloquents et surtout convaincants. Premier à intervenir à Rebranding Africa Forum, le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a relevé dans un premier temps la position géostratégique de la RDC avant de parler de son sous-sol tant convoité. La nécessité pour l'Europe de 2035 de ne plus avoir des véhicules à moteur diesel, etc. Mais la ressource principale, vous en avez fait la démonstration, c'est le cobalt et le lithium qui viennent de la République démocratique du Congo. Et nous avons fait le parcours pour vous montrer ce qu'il y a sous terre. Mais il y a ce qu'il y a sur la terre, des humains. C'est un superbe potentiel et nous avons pour la première fois dans l'histoire une femme première ministre. Ça vous donne une indication justement de la vision que porte le président Félix Antoine Tshisekedi sur le travail qui doit être fait maintenant pour que finalement tout ce qui a été produit de ce pays-là puisse profiter aux Congolais. Le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a quant à lui fait mention des opportunités d'affaires dans le secteur de l'industrie et de l'énergie. Tout ce qui est défi, c'est également des opportunités chez nous. On a un déficit énergétique de près de 2000 MW aujourd'hui, ça veut dire que c'est une opportunité. Les infrastructures, c'est une opportunité. Les métaux critiques dont on vient de parler, c'est une opportunité. L'agriculture, avec 80 millions d'hectares de terres arables, grosse opportunité en termes de santé, en termes de digital, e-commerce. Et un domaine qui monte en puissance maintenant, c'est toute l'industrie du traitement des déchets. Les deux ministres congolais ont ensuite fait face à leurs interlocuteurs qui tenaient à avoir de plus amples explications sur la situation générale de la République démocratique du Congo. Commençons d'abord par mieux comprendre les contextes de... La République démocratique du Congo, pays de Lumumba, jouit aujourd'hui d'une bonne cote et cela grâce à la vision de changement de narratif. Celle-ci a été expliquée aux différents participants au forum sur l'Afrique tenu à Bruxelles en Belgique. C'est le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais qui s'est prêté à cet exercice. Patrick, il se revient une fois de plus. Le changement de narratif consiste tout simplement à regarder ce qui marche et que nous-mêmes, progressivement, qu'on s'approprie de notre narratif en venant non pas régner les difficultés que nous avons, parce qu'elles sont là, mais venir dire au-delà des difficultés, regardez ce que nous construisons. Le changement de narratif, cette vision qui a aujourd'hui changé l'image de la République démocratique du Congo à travers le monde, a été expliquée à l'assistance dans un des panels de Rebranding Africa Forum. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, aux côtés des grands noms d'Afrique, a expliqué cette vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il est simplement question de parler autrement de la RDC, surtout avec ce que véhiculent les médias occidentaux. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous réapproprier ce qui est dit sur notre pays, parce que ce qui est le plus souvent dit ou entendu de notre pays n'est pas ce qui nous reflète. Nous avons évidemment une situation d'insécurité, nous avons effectivement des défis à relever, mais nous pensons aussi qu'il y a une jeunesse résiliente qui s'élève matin et soir et qui arrive à faire vivre ce pays-là. L'exemple typique de ce changement de narratif va rappeler le porte-parole du gouvernement congolais, c'est ce qui est vécu à Goma, la résilience d'une population qui émerge malgré la guerre. Ça, les médias n'en parlent pas. J'ai regardé les jeunes qui aujourd'hui, depuis 1994, les jeunes qui ont 30 ans à Goma sont nés dans la guerre. Mais comment ils font pour vivre? C'est la partie du pays qui se développe le plus en République démocratique du Congo. Et en le regardant, je dis, mais il y a la résilience ici. Mais pourquoi ce n'est pas cet aspect des choses qui est mis en avant? Égal à lui-même et surtout un bon ministre du gouvernement souminois, Patrick Mouyaya fait preuve d'une dextérité qu'on lui reconnaît en répondant à une question lui posée lors des Rebranding Africa Forum.
Révision de la Constitution, la société civile de Goma juge cette idée de pure distraction. Pour son président, le gouvernement et les politiciens devraient s'attaquer aux grandes questions de l'heure, telles la sécurité, le développement, la santé, l'éducation et les infrastructures. Le propos de Marion Gavou vous entre ici été recueilli par Rachel Mavitili. Pendant que la guerre déchire les populations dans l'est de la RDC, pendant que le chômage, la pauvreté est en train de rendre plus vulnérables presque toutes les couches de la population congolaise, les politiques s'adonnent à revisiter ou à réviser la Constitution. Certes, ils cherchent à ouvrir des voies pour, n'est-ce pas, se partager le pouvoir. Une autre manière de pérenniser le pouvoir, soit par l'opposition et plus particulièrement par le pouvoir en place. Nous pensons que, quelle que soit la révisitation de certaines clauses et de certains articles de la Constitution qui ne sont pas verrouillés ou verrouillés, la réponse repose sur le sérieux, sur le pragmatisme et sur la volonté des autorités ou des acteurs politiques à vouloir, n'est-ce pas, développer les populations, à vouloir avoir des plans cohérents pour la sortie et l'émergence, mais aussi certaines autorités n'ont plus la question d'honneur, parce qu'il suffit d'être ministre, même si on n'a pas réalisé un gain, n'est-ce pas, on se dit seulement « je t'ai ministre ». Nous pensons que nous devons aujourd'hui nous attaquer aux grandes questions. C'est la sécurité, n'est-ce pas, c'est la réduction du chômage, c'est la production en vivres, c'est la bonne gestion des ressources naturelles, et cela affecté au secteur comme les infrastructures routières, l'éducation, la santé, en lieu et place de perdre du temps sur la révisitation, n'est-ce pas, de la Constitution ou de certaines clauses ou articles de la Constitution. La population a marre, la population souffre. Nous voulons qu'on termine la guerre, que les gens rentrent chez eux, que les routes soient ouvertes, que l'école fonctionne, que la population congolaise ait accès aux soins de santé le plus rapidement que possible. Les équipements électromécaniques de la Société nationale d'électricité ne seront plus inondés en cas de pluie diluvienne. Des mécanismes nécessaires sont en train d'être mis en place par cette entreprise en charge de la distribution de l'électricité pour cette fin. L'affirmation est du directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucende. C'était lors de sa descente dimanche au poste électrique haute tension Funa en vue de la suspension de travaux. Suivez. Avec les équipes aujourd'hui, les réflexions, on a également, ils vont mettre en place des mécanismes encore pour renforcer la lutte anti-inondation des équipements électromécaniques. Donc, ils vont faire les calculs, mais on va pouvoir mettre des barrières mobiles, un peu comme au niveau du bâtiment des cellules là-bas, ou bien même ici à l'entrée, il y aura des barrières mobiles qui permettront de bloquer l'eau plus longtemps à l'extérieur. Comme ça, on minimise les risques d'inondation des équipements. En fait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je ne peux que remercier, comme j'ai dit, les directeurs ici, les exploitants, les journaliers, parce que tout ce travail est faisable grâce à eux. Et puis surtout, ils ont mis en place des mesures qui permettent de raccourcir l'indisponibilité. Parlons sport, le Saint-Éloi Lupopo a remporté le derby louchois face au tout-puissant Mazembe sur la marque de 1-0. La rencontre s'est jouée le dimanche 20 octobre 2024 au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi. Un match comptant pour la 3e journée de Illico Cash Ligue 1 en Smogalou. La ville de Lubumbashi avait vibré ce dimanche 20 octobre au rythme du derby remporté par le Saint-Éloi Lupopo. Après une entame de la partie en toute maîtrise, le club visiteur a fini par céder suite à la prise de conscience des cheminots, aboutissant à l'unique but de la partie inscrit à la 27e minute par Lise Ntumba. Les crochets, la frappe de Lise Ntumba et c'est l'ouverture du score. La frappe à ras de gazon de Lise Ntumba du pied gauche.
La seconde période n'a pas produit d'effet. Le cheminot poussé par son public chaud n'ont pas fléchi jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire leur a permis de maintenir la belle dynamique au championnat. Pour les hommes de Moïse Katumbi, les débuts de saison n'est pas rose. Seulement 2 points sur 9 possibles. Un désastre. C'est l'un des mauvais démarrages de saison pour les tenants du titre. Cette victoire des hommes de Jacques Kiaboula Katwe est une première depuis 5 ans. Depuis tout ce temps, les succès échappaient à cette formation au détriment du club noir et blanc. Le seul bon résultat pour le Popo durant toute cette période n'était que des rencontres avec des scores nuls. L'actualité en dehors de nos frontières. Pour finir, l'ONU appelle à des investissements significatifs pour la nature. C'était à l'occasion de l'ouverture ce lundi de la COP16 sur la biodiversité en Colombie. Il s'agit du premier rendez-vous de la communauté internationale depuis l'adoption en 2022 d'une feuille des routes, laquelle est destinée à stopper et inverser d'ici 2030 la destruction des terres, des océans et des espèces vivantes. Suivez. 2 ans après ces importants engagements, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à des investissements significatifs pour la sauvegarde de la nature à la COP16. La conférence sur la biodiversité arrive à un moment absolument critique pour que nous passions de la définition d'objectifs à des actions réelles sur le terrain. Pour ce sommet visant à faire la paix avec la nature, de nombreux chefs d'État et ministres, ainsi que près de 15 000 négociateurs, militants d'ONG et journalistes y prennent part. Les 196 pays membres de la Convention doivent désormais définir un cadre commun pour contribuer à atteindre les objectifs basés sur la protection de la biodiversité. Toutes les preuves montrent qu'il y a un déclin dramatique de l'abondance et de la distribution des espèces. Cela signifie que les animaux qui ont beaucoup d'espèces sauvages ont moins d'espace pour vivre et que leur nombre diminue. Nous constatons également une augmentation des taux d'extinction. Le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs fixés est encore long. En septembre, seulement 8,35% des mers et 17,5% des terres étaient considérées comme protégées, selon l'organisation environnementale WWF. Et ça sera tout pour ce soir, mais on vous rappelle le grand titre. Situation confuse à Walikale et les rebelles du 1-23 se sont emparés de Kalembe. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction des FRDC qui continuent d'observer le cessez-le-feu. Les conseillers communaux étaient devant l'hôtel de ville de Kinshasa ce lundi 21 octobre. Ils réclament le paiement d'au moins 10 mois d'arriérés de salaire. Enfin, grève des enseignants, si les uns ont levé à l'instar du CIECO, cela n'est pas le cas pour la synergie des syndicats qui projette d'ailleurs une marche le 28 octobre pour obliger le gouvernement à répondre à leurs desiderata. Grand merci à vous de nous avoir suivis, Madame, Messieurs. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain à 19h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.